Monsieur Taupe avait travaillé très dur toute la matinée pour le grand nettoyage de printemps de son petit logis. D'abord avec des balais et des torchons, puis grimpé sur des escabeaux, des marches et des chaises avec une brosse et un seau rempli de blanc de chaux, tant et si bien qu'il avait de la poussière plein les yeux et la gorge, des éclaboussures de neige sur son pelage noir, les bras rompus de fatigue et le dos douloureux. Le printemps se répandait dans l'air au-dessus de sa tête, dans les entrailles de la terre et tout autour de lui, introduisant dans son humble et sombre petite demeure le génie de la rébellion et de la nostalgie. Aussi n'eut-il rien d'étonnant à voir Monsieur Taupe jeter soudain sa brosse à terre en s'écriant « Ah, et puis zut et flûte, au diable le nettoyage !» et décamper sans même se soucier d'enfiler son manteau. Il se sentait appelé au dehors par une force irrésistible. Il s'engagea dans une galerie. Elle était étroite et petite, à la différence de la grande allée gravillonnée dont jouissaient les bêtes gitant plus près du soleil et du grand air. Il se mit donc à gratter, à racler, à creuser et à ronger. Puis il rongea, regratta, reracla et recreusa, faisant travailler activement ses petites pattes, tout en se marmonnant à lui-même « On monte, jusqu'à ce que tout à coup, hop, voilà son museau en plein soleil. Monsieur Taupe se retrouva roulant sur l'herbe chaude d'une vaste prairie. « Ah, comme c'est bon, se dit-il. C'est tout de même plus agréable que de badigeonner des murs. » Une brise légère caressait son front brûlant, mais les rayons du soleil lui cuisaient le pelage et les joyeux gazouillis des oiseaux résonnaient à ses oreilles engourdies par des mois de vie souterraine comme un horrible tintamarre. Gambadant aussitôt sur ses quatre pattes, tout à la joie de vivre et au ravissement d'un printemps qui ne s'accompagnait pas d'un nettoyage, il poursuivit son chemin à travers la prairie jusqu'à la haie qu'il abordait. Il n'imaginait pas de bonheur plus complet que celui d'errer comme ça à l'aventure, quand tout à coup, il s'arrêta devant une rivière. Il n'avait de sa vie jamais vu de cours d'eau, espèce de gros animal luisant et sinueux, toujours en fuite, gloussant, se saisissant de choses avec un glou-glou et les recrachant un peu plus loin dans un gargouillis, pour se jeter aussitôt sur d'autres camarades de jeu, qui se libéreraient en s'ébrouant de son emprise pour se retrouver de nouveaux captifs. Là, tout n'était que tremblements et frissonnements, lueurs et étincelles, bruissements et remous, chuchotements et bouillonnements. Monsieur Taupe en resta ensorcelé, transporté, fasciné. Il se mit à trotter le long de la rivière, comme un petit enfant trottine aux côtés d'un adulte qui l'envoûte par des histoires passionnantes. Et quand enfin, là, il s'assit sur la berge, la rivière continua à lui susurrer les plus belles histoires du monde, venues des entrailles même de la terre, et qu'elle irait ensuite répéter à la mer insatiable. Voilà, c'était l'introduction, le premier chapitre du Vent dans les saules. Donc un roman de Kenneth Grahame. C'était très conté-corps, voilà. Pour que ça te pose un peu le ton, ça donne un peu le ton de ce roman. Donc bienvenue tout le monde. Hein. Bienvenue à vous. Alors attendez, je vais afficher le chat. Hop, voilà. Chat qui est un peu illisible hein, sur ce fond. Vous avez un petit plan derrière moi de l'univers dans lequel se déroule le vent dans les saules. Donc bienvenue à toutes et à tous. Alors je vais repartir du début pour voir qui est là. Il y a Blob Marais, il y a Lolilol, il y a Synapse, salut Mimixi, salut Eraser, salut MLK, salut Isna. Et j'en oublie peut-être, oui, il y a Superfreux là aussi qui est là, et puis bonjour à tout le monde, il y a Rodent également qui est là, Ank SC2 aussi, et bien sûr toutes les personnes qui lurquent, qui n'ont pas forcément envie de partager, de participer plutôt, qui ont envie de partager mais chez eux, et d'être tranquille et de pas être dans le chat, et c'est bien aussi, bienvenue à tout le monde. Alors voilà,
un roman que tout le monde connaît pas forcément, que moi j'ai découvert et que j'ai lu vraiment il n'y a pas très très longtemps. C'est donc Le vent dans les saules. Ça a été écrit au début du XXe, en 1908. Le romancier qui a écrit ce roman était à la base employé de banque. Il a fait une espèce de retour ressources, retour un peu à son enfance. Aussi, c'est pour son fils qu'il a écrit ce roman. Donc il est parti, il est revenu à la campagne, habiter à la campagne, et puis il a écrit ce roman qui a eu un succès énorme, notamment en Angleterre. Je pense que ça fait partie un peu des classiques qui a inspiré beaucoup de choses. On citera un peu les adaptations et les influences qu'a eu ce roman. Je vais vous lire aussi d'autres extraits. Un spi pour Miyazaki, peut-être, je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette idée de la nature. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'animalier. Donc ça commence vraiment comme un conte, mais il y a un côté un petit peu mystique aussi. Il y a de la côté un peu fantasy à des moments. Enfin, il y a un petit mélange de plein de choses, c'est ça qui est très intéressant avec ce roman. Et il y a eu à chaque fois plein de belles illustrations aussi. Donc voilà, il y a un truc assez amusant avec ça sur le fait qu'il est complètement changé de voix, ce romancier, pour écrire ce roman. Donc je vais vous faire un mini pitch un peu de ce roman. En gros, vous avez le Monsieur Taupe, qui va être un peu le personnage principal du roman, qui va être, qui va découvrir un peu les choses. Donc il sort de son terrier, puis il va explorer la nature. Il va rencontrer Monsieur Rat, qui a plus un tempérament... qui est quelqu'un assez détendu, qui va lui faire un peu profiter de la vie, se détendre et naviguer sur une rivière. Il y a vraiment tout ce truc de la rivière. Tout se passe autour de la rivière. Monsieur Taupe est un peu notre éclaireur. Voilà, on marche avec lui, c'est un peu il est un peu candide comme ça, et puis on va suivre on va découvrir un peu tout cet univers avec lui. C'est Balou en fait le rat. Oui, il y a un côté un peu Balou, c'est ça. Un bon vivant, quoi, voilà. Il va y avoir vraiment plein de personnages comme ça, avec des caractères très très marqués. Il y a aussi donc Monsieur, je sais pas s'il s'appelle Monsieur Blaireau, il y a le Blaireau, qui va être quelqu'un de plutôt sage. C'est lui qui détient le savoir, c'est lui qui a la sagesse, qui est aussi un peu il s'appelle juste Blaireau, je crois. C'est lui il est assez bourru aussi, il n'aime pas trop la compagnie des autres. Et bien sûr, on a Monsieur Crapaud. Voilà, je sais plus s'il a un surnom ou si c'est le baron, pardon. C'est pas du tout le monsieur, c'est le manoir Crapaud, mais c'est le baron Tétard, voilà, son vrai nom. Et donc qui est appelé Crapaud et qui est un personnage complètement excentrique. Voilà, Todd of Todd Hall en VO. Salut cheville tordue. Oui, on parlera du passage du Piper, effectivement, on va prendre un petit temps autour de ça, parce que il y a un passage vraiment très mystique dans ce roman. Il y a un mélange avec tout ça, avec donc le côté vraiment un peu roman d'initiation, conte. Il y a aussi de la fantaisie, il y a des batailles. Il y a un côté aussi un peu roman d'aventure, notamment avec le baron Tétard, avec Crapaud, qui est quelqu'un de très excentrique, qui va naviguer, pas naviguer, mais qui va s'intéresser aux automobiles, et qui va avoir des lubies comme ça, et les autres vont devoir le raisonner, parce qu'il va faire un peu n'importe quoi, il va se retrouver en prison. Et on a une petite aventure aussi avec le manoir de Crapaud qui est envahi par des fouines, je crois, ou des hermines, je sais plus exactement qui sont les méchants, mais voilà, il va y avoir des petits moments comme ça, et il y a un passage un peu central du roman qui s'appelle donc le joueur de flûte aux portes de l'aube, qui est pour le coup complètement mystique et qui convoque des choses un peu, des figures un peu, une figure un peu mythologique. Voilà, donc on a c'est pas religieux, mais il y a vraiment un côté très mystique assez marqué, et une écriture comme ça très 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 riche. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça qui fait que ça donne un truc un peu universel, qui est à la fois qu'on va lire,
qui va être abordable pour les enfants et qui va avoir plein de niveaux de lecture différents aussi. Voilà, alors ce que je vous propose, du coup, on va regarder un petit peu des différentes adaptations. On va s'intéresser du coup au personnage de Toad, de Crapaud, hein, avec une adaptation en film qui avait été fait. Alors l'adaptation la plus connue du Vent dans les saules que vous avez peut-être sûrement déjà vu, c'est une adaptation de Disney qui doit dater des années 50, où il y a une sorte d'histoire, c'est un genre de cours de Disney, qui je crois que ça reprend un peu l'intrigue. Ça reprend un peu l'intrigue du Vent dans les saules. Voilà. Mais il y a eu plein d'adaptations. On va en voir d'ailleurs des assez chouettes qui ont été conseillées grâce à Rodent notamment, qui nous a mis dans le Discord des liens vers une adaptation en animation qui est très très chouette. D'ailleurs, je vous mets le lien vers le Discord si vous qu'on appelle Rodent la ref, évidemment, entre nous. Ça se passe pendant Midsummer. Voilà, il y a un côté un peu folk aussi qui est assez intéressant. Divinité païenne, bref. Donc voilà, on va s'intéresser à l'adaptation de 96, parce que c'est assez bizarre ce film. C'est pas un dessin animé, c'est pas un film d'animation. C'est un film réel, en prise de vue réelle. Et donc c'est pas des animaux, mais chacun des personnages est joué par un acteur, et ils vont juste être un peu grimés. Il y a un côté un peu théâtral comme ça, avec et le truc qui fait que c'est encore mieux, c'est que c'est tout un casting qui vient de chez les Monty Python, le réalisateur, c'est Terry Jones, hein, qui a réalisé cette adaptation. Et on a Eric Idle notamment. Il y a aussi John Cleese qui intervient, qui joue le soleil, je crois, dans le... Donc, comme les Teletubbies, en fait, il y a sa tête vraiment dans le soleil. Ou c'est Michael Palin, peut-être, qui fait le soleil, et il y a John Cleese qui joue un autre rôle. Bref. Oui, alors j'ai accueilli un chat dans la maison, donc c'est possible qu'il passe un peu partout, parce qu'il découvre. Voilà. Mais c'est bien, ça va créer un peu d'animation. Alors, du coup, on va se regarder un petit extrait. Et mieux que ça, moi, je vais accompagner cet extrait en musique. Hein. Je vais vous faire un mini ciné-concert sur un passage donc, qui est un peu un passage un peu rigolo, un peu plus léger du livre, qui est donc le moment où Monsieur Crapaud il se prend de passion pour les roulottes. Donc il a une roulotte, mais il va se passer quelque chose alors qu'il se promène en roulotte, et il va se prendre de passion pour l'automobile et devenir complètement fou des automobiles. Voilà. Donc ce passage, c'est un peu le moment où ça bascule, où il va se mettre à devenir complètement omnubilé par les automobiles. Et donc je vais accompagner ça au synthé modulaire avec divers synthétiseurs qui sont branchés dessus. Je pourrais vous expliquer un petit peu le processus. Voilà, et écoutez, c'est parti pour ça. Hop.
Voilà. Donc c'était la soupe aux choux. C'est Mad Max, ouais, Mad Max avec une musique de la soupe aux choux un peu. La violence de cette séquence. Donc voilà, vous voyez un petit peu cette adaptation rigolote. Donc on a eu un... Mon chat a tout simplement baissé les faders pendant que ça jouait, mais bon, ça s'est à peu près rattrapé. Rural Max Fury Road, tout à fait. Donc voilà, vous voyez un petit peu de quoi je parlais avec ces personnages donc grimés en animaux, mais avec quand même un côté un peu gag et un truc un peu surjoué où ça fonctionne assez bien. Le chat est aussi interprète. J'étais moyen convaincu par cette adaptation à la base, mais ça me donne envie de le revoir. Bah c'est intéressant. C'était intéressant. À regarder, c'est un peu inégal, mais ça se prend pas trop au sérieux, c'est sans prétention, et surtout c'est un truc qui est un peu, c'est vraiment pour les tout public, quoi. Il y a vraiment un côté film pour enfants, mais avec des acteurs adultes, donc c'est ça qui donne ce côté un peu décalé, quoi, un peu bizarre. On a l'impression un peu de voir une pièce de théâtre, un peu, voilà, un peu curieux. Donc voilà, ça c'est vraiment le moment, c'est les moments un peu gag, les moments un peu plus légers avec Crapaud. Donc il va se procurer une voiture. Donc c'est quelqu'un qui c'est un peu un genre de nouveau riche. Il a hérité, mais il est oisif, il fait rien de ses journées. Et ce qui l'occupe, c'est vraiment de toutes sortes de hobbies. Et donc il va se retrouver être un peu délinquant de la route en fait. Avec son automobile et se retrouver en prison. Donc il va y avoir toute une série comme de ça. Et ses amis, bien sûr, vont l'aider. Taupe, Rat et Blaireau vont l'aider à s'en sortir. Et vont essayer surtout de le raisonner. Essayer de le raisonner et de lui faire reprendre un peu le droit chemin, de lui faire un peu la morale. Mais bon, il n'y a rien à faire, évidemment. Et Crapaud suit complètement son idée. Il y a un peu, voilà, c'est vraiment le personnage qui est complètement excentrique et qui réfléchit pas, quoi, dans le roman. Et donc voilà, ça c'est le côté un peu léger, un peu roman d'aventure qu'il peut y avoir dans le Vendée Soul. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a un passage assez fou dans le roman. C'est le chapitre The Piper at the Gates of Dawn, qu'on peut traduire par le joueur de pipeau aux portes de l'aube, qui est un peu un moment où ça part vraiment dans le mystique, où on a, pareil dans l'écriture aussi, est magnifique. Il y a vraiment une ambiance très très particulière sur ce passage-là. Donc je vais vous en lire un extrait. Et après, on va un peu. Je voulais partir un peu de cette figure-là. Bah, je vous dis rien parce que voilà, je veux pas vous spoiler. Je vais vous lire l'extrait déjà, et puis on en parle après. Alors, j'ai préparé une petite ambiance aussi. L'horizon s'éclaircit. Les champs et les arbres offraient de nouveaux regards transformés. Le mystère qui les entourait s'était évanoui. Un oiseau pépia, puis se tut. Une brise légère s'éleva, agitant joncs et roseaux. Monsieur Rat, qui était à l'arrière du bateau, se releva, l'oreille aux aguets. Monsieur Taupe,
qui scrutait la berge tout en ramant un petit coup, le regarda d'un air étonné. « Il s'est tu, soupira Monsieur Rat, en se renversant sur son siège. Si beau, si étrange, si inouï, si bref, hélas, que j'aurais presque préféré ne pas l'avoir entendu, car il a éveillé en moi une nostalgie, et je donnerais tout pour l'entendre encore une fois, pour qu'il résonne encore à mes oreilles. Mais chut, le revoilà, s'écria-t-il en se redressant. Il resta silencieux un long moment, plongé dans le ravissement. Maintenant il s'éloigne. Je ne l'entends plus. Ô taupe comme c'était beau, une échappée miraculeuse, l'appel clair et joyeux d'un pipeau. Je n'aurais jamais osé rêver d'une telle musique, qui est une invite, plus pressante et plus douce que la musique elle-même. Continuez à ramer, taupe, car cette musique et cet appel s'adressent à nous. Je n'entends rien que le vent qui joue parmi les roseaux, les joncs et les oserets, répondit Monsieur Taupe, très surpris. Monsieur Rat ne lui répondit pas. L'avait-il même entendu ? Il frémissait, transporté d'extase. Cette chose divine le tenait tout entier sous son emprise. Elle s'était emparée de son âme et la berçait comme on berce dans ses bras vigoureux un enfant démuni mais heureux. Monsieur Taupe continuait à ramer en silence. La rivière se ramifiait. Une longue voie d'eau plus tranquille s'éloignait d'un côté. D'un léger hochement de tête, Monsieur Rat, qui depuis un bon moment avait abandonné le gouvernail, fit signe à Monsieur Taupe d'aller dans cette direction. Le flux de lumière aurorale se répandait partout, et il pouvait aussi distinguer la couleur des fleurs qui émaillaient les rives. « Maintenant c'est plus clair, plus proche aussi », s'exclama Monsieur Rat tout joyeux. « Vous l'avez perçu cette fois ? » ?»« Oui, je le vois bien. » Monsieur Taupe, médusé, retint son souffle et cessa de ramer. Le flot de musique harmonieuse déferlait sur lui, l'entraînait, le possédait tout entier. Il vit des larmes couler sur les joues de son camarade, courba la tête et comprit. L'espace d'un instant, ils se tinrent cois, caressés par les salicaires pourpres qui bordaient la rive. Puis, l'appel impérieux qui accompagnait cette ensorcelante mélodie exerça une nouvelle emprise sur Monsieur Taupe, qui, machinalement, reprit ses avirons. Le jour s'approchait, mais aucun oiseau n'en avait encore salué la venue. Seule cette musique céleste perçait la nappe de silence. Lentement, mais sans la moindre hésitation, comme des gens qui se préparent à remplir une tâche grave, les deux amis traversèrent les eaux tumultueuses pour aller amarrer leur bateau sur la berge fleurie de l'île. Ils descendirent sans bruit et se frayèrent un chemin à travers la végétation odorante jusqu'à une petite pelouse verdoyante, bordée de pommiers, de merisiers, de cerisiers. « C'est ici le berceau de la chanson de mon rêve, c'est de ce lieu que la musique a lancé son invite », murmura Monsieur Rat comme en extase. « Nous ne le trouverons nulle part ailleurs que dans ce lieu saint. » Une grande frayeur, jointe à un grand respect, s'empara alors de Monsieur Taupe. Il courba la tête, les pieds cloués au sol, et sentit tout son corps se liquéfier. Cette frayeur n'avait pourtant rien de terrifiant. Il éprouvait plutôt un merveilleux sentiment de paix et de bonheur. Elle était cependant là, cette frayeur, elle le tenait, et il devinait qu'il y avait, tout près de lui, même si elle restait invisible, une présence auguste. Il dut faire un effort pour se tourner vers son ami. Il était bien là, à côté de lui, frappé de stupeur et tremblant comme une feuille. Il faisait de plus en plus jour. Les oiseaux dans les arbres qui les entouraient gardaient un silence absolu. Monsieur Taupe n'eût probablement jamais osé lever les yeux, si l'appel ne s'était fait de nouveau entendre, toujours aussi impérieux. Il n'aurait pas pu se dérober, la mort dut-elle le foudroyer, car il avait la révélation de ce qui, non sans raison, est soustrait au regard des simples mortels. Il obéit en tremblant et releva humblement la tête. C'est alors, dans cette parfaite clarté qui précède l'aube, tandis que la nature, rehaussée d'éclatantes couleurs, semblait retenir son souffle dans l'attente de quelque événement merveilleux, ses yeux rencontrèrent ceux de l'ami et du protecteur. Il vit la ligne fuyante des cornes recourbées,
luisant dans la lumière du jour naissant. Il vit un nez sévère et crochu, entre des yeux qu'il regardait avec bienveillance et un soupçon d'ironie, tandis que la bouche barbue esquissait un sourire. Il vit les muscles saillants du bras qui reposaient sur la large poitrine, et la main longue et souple qui tenait les pipeaux, à peine échappés des lèvres entr'ouvertes. Il vit le modelé parfait des membres velus, qui reposaient sur le gazon dans une attitude pleine d'aisance et de majesté. Et enfin il vit, niché entre les sabots du joueur de pipeaux, et dormant d'un sommeil paisible et profond, un petit enfant potelé. Le petit loutre. Il vit avec une intensité qui le mettait hors d'haleine, cette image si vive dans la lumière du matin. Il regardait et il était toujours vivant. Il vivait, et son éveillement était à son comble. « Rat » murmura-t-il, quand il eut recouvré son souffle. « Avez-vous peur ?»« Peur ? Peur de lui ?» demanda Monsieur Rat, les yeux brillants d'un inexprimable amour. « Oh, jamais, jamais. Et pourtant si, taupe, j'ai peur. » Et les deux animaux se prosternèrent à terre, inclinant la tête en signe d'adoration. Le disque doré du soleil apparut, dans toute sa magnificence, au-dessus de l'horizon, et ses premiers rayons, dardaient comme des flèches à travers les prairies, les frappèrent en pleine face, les laissant éblouis. Quand ils purent rouvrir les yeux, la vision s'était évanouie, et l'air était rempli du chant des oiseaux saluant l'aurore. Voilà, donc c'était le joueur de pipeau aux portes de l'aube, le passage un peu emblématique du vent dans les saules. Ah, j'ai convaincu Cinabre qui nous dit qu'il va acheter le livre. Et bienvenue Shred Overdrive. Bienvenue à toi. Et à No Man Mess aussi. Et à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Donc on est en train d'explorer un petit peu Le Vent dans les saules, qui est un roman du début du XXe siècle. Hein. Un roman, comme je disais, qui est un mélange de plein de genres différents, un roman avec des personnages animaliers, mais qui emprunte aussi bien au roman d'aventure qu'aux choses presque qu'au mystique un petit peu, presque philosophique des fois, mais voilà. C'est le contraste de ce passage qui fait de ce roman quelque chose de spécial. Oui, oui, oui. Parcours initiatique, bien sûr, ouais. Voilà, de Monsieur Taupe qui sort de son terrier, littéralement, hein, au début du livre, et qui va explorer le monde, qui va découvrir le monde. Voilà, donc ce que je voulais faire, je sais pas du coup, ouais, j'ai pas situé le contexte du passage, parce que j'aurais dû le faire avant, mais en fait, ce passage-là se passe, pourquoi est-ce qu'ils sont sur cette barque, et donc ils ont une vision de ce personnage qui est voilà, on ne sait pas si c'est un dieu, est-ce que ça représente le dieu Pan, est-ce que c'est un faune, c'est en tout cas un protecteur de la nature, et donc en fait c'est qu'ils sont à la recherche du petit loutre, le fils de l'outre qui est perdu, et on pense vraiment qu'il a disparu, qu'on ne le retrouvera jamais, et il va apparaître comme ça. Il va être retrouvé, la vision, donc va apparaître la vision de ce personnage mythique, va apparaître avec à ses pieds le bébé loutre, et ensuite il restera plus que le petit loutre, et il y a un passage, j'ai coupé avant, mais il y a quelque chose d'important qui dit que cette divinité leur parle, leur dit que maintenant vous allez oublier ce que vous avez vu, et donc ils oublient cette vision. Ils oublient cette vision et ils retrouvent le fils de l'outre. Voilà. On regardera une petite adaptation d'ailleurs
de ce passage en animation. Et je voulais un petit peu l'incarnation allégorique de la nature, oui, il y a un côté protecteur, mais et puis ça fait appel à des divinités. On pense à une divinité ancienne, on pense à plein de choses. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Ça ouvre vraiment sur d'autres choses. Il y a aussi un passage qui parle beaucoup, qui est sur un peu nostalgique, un chapitre un peu étrange, enfin un peu différent aussi dans Le Vent dans les Saules, sur rencontre un personnage, je crois que c'est Monsieur Taupe ou Monsieur Rat, qui rencontre un personnage de voyageur qui lui raconte justement ses épopées. Il y a toute une nostalgie, toute une envie il y a tout un truc sur l'envie de partir en fait. C'est Rat, ouais, c'est ça. Qui est très 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 beau aussi et qui change un petit peu de style. Donc voilà, moi je voulais un petit peu partir de cette figure de Pan et du faune et en profiter pour explorer d'autres allusions à cette créature mythologique dans d'autres choses dans la littérature et en musique, parce que voilà, comment ne pas saisir l'occasion pour s'écouter, pour évoquer le prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy, qui est une des œuvres vraiment emblématiques de ce compositeur. Et si vous suivez un peu la chaîne, vous savez que j'adore Debussy. Et du coup, le poème L'après-midi d'un faune, dont je vais tenter de vous lire un extrait. Là, on est sur un autre level, on est sur du Mallarmé. En fait, le prélude à l'après-midi d'un faune, c'est une pièce qui a été écrite justement comme donc l'après-midi d'un faune, c'est un églogue, donc qui est une sorte de long poème avec un thème comme ça c'est un thème de la nature, en fait, sur le thème de la nature, qui raconte les pensées d'un faune. Oui, tu ne crois pas si bien dire, Sina, bon, on va en parler aussi. Et donc Debussy a créé une sorte de contrepoint musical à ce poème, à cet églogue. Je profite de ce mot un peu rare pour l'utiliser. En évoquant en musique, c'est pas une adaptation en musique de l'églogue, mais une interprétation. Et donc on va l'entendre, il y a vraiment l'idée d'une introduction qui est à la flûte de Pan, du faune va être représentée par la flûte traversière en orchestre, et puis il va y avoir toute cette ambiance à Debussy, très suspendue, qui va vraiment correspondre hyper bien, s'aligner hyper bien avec ces thématiques-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous passer un vieil enregistrement pour éviter le strike et aussi parce que c'est sympa, du prélude à l'après-midi d'un faune. J'ai pas je mettrai les références, je pense que je mettrai cette vidéo sur YouTube et je mettrai les références aussi dans la description, ainsi que sur Discord. Donc on va s'écouter ce prélude à l'après-midi d'un faune, enfin un extrait, et je vais vous lire le début du poème. Ces nymphes, je les veux perpétuer, si clairs, leur incarnat léger, qu'ils voltigent dans l'air assoupis de sommeil touffu. Aimais-je un rêve ? Mon doute, amas de nuit ancienne, s'achève en mains rameaux subtils, qui, demeurés les vrais bois même, prouvent, hélas, que bien seul je m'offrais pour triomphe la faute idéale de rose.
réfléchissons. Ou si les femmes dont tu gloses figurent un souhait de tes sens fabuleux. Faune, l'illusion s'échappe des yeux bleus et froids, comme une source en pleurs de la plus chaste. Mais l'autre tout soupire, dis-tu quel contraste, comme brise du jour chaude dans ta toison? Que non. Par l'immobile et lasse pâmoison, suffoquant de chaleur le matin frais s'il lutte. Ne murmure point d'eau, que ne me verse ma flûte, au bosquet arrosé d'accords. Et le seul vent hors des deux tuyaux prend à s'exhaler avant qu'il disperse le son dans une pluie aride. C'est, à l'horizon pas remué d'une ride, le visible et serein souffle artificiel de l'inspiration qui regagne le ciel. Voilà, c'était un petit extrait de l'après-midi d'un faune. Alors oui, on est sur un... on était mystique, là on est dans un niveau stratosphérique évidemment, donc là on est en 1876. Et vous avez une très belle illustration d'Édouard Manet, que je vous ai mis en fond, qui accompagnait ce poème, L'après-midi d'un faune. Voilà. Et finalement, on est presque... l'œuvre qui était un peu hommage, qui accompagnait ce poème, est presque plus connu que le poème original. Donc je trouvais ça intéressant de l'entendre. Hein. Voilà, il n'est pas très très long. Je vous mets le lien si vous voulez dans le chat. Et c'est un très très beau texte. Ouais. Voilà, donc ça c'était pour le figure du faune un peu comment dire, la figure un peu traditionnelle du faune tel qu'on l'imagine, mais il y a aussi une vision un peu plus inquiétante que je voulais vous partager également. C'est dans un petit roman qui s'appelle Le Grand Dieu Pan. Alors on faune, Pan, le dieu Pan, on est sur... je sais qu'il y a une différence quand même de définition, parce qu'on a le faune, on a le satyre, mais voilà, on va englober un peu tout ça, donc la forme mi-humaine, mi-animale, hein, avec des pieds. Alors je crois que le satyre, il y a le satyre qui a des pieds de chèvre, et le faune qui a des pieds de bouc, à moins que ce soit l'inverse. Enfin voilà, il y a des petites subtilités, et le faune est, je crois, la version romaine, si je dis pas de bêtises, du satyre. Enfin bref, voilà. Vous ferez la différence si vous voulez, mais voilà, moi je choisis de mettre un petit peu tout ça ensemble, et donc d'évoquer ce dieu Pan, donc dans une ambiance beaucoup plus inquiétante, avec ce livre d'Arthur Machen. Alors Machen, bon, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un anglais en tout cas, un anglais bien mystique pour le coup, qui était notamment ami de Waite, qui est auteur du célèbre tarot du même nom, hein, qui a relu, qui a fait une relecture du tarot dans une version bourrée de symboles ésotériques et qui appartenait à des ordres secrets. Voilà, donc je vais vous lire un extrait de ce Grand Dieu Pan. Donc là, l'idée de ce texte, c'est que le Grand Dieu Pan est associé à une vision beaucoup plus sombre, et symbolise un peu ce qu'on ne voit pas du monde réel. Il y a un côté pré-Lovecraftien, hein, sur l'idée qu'il y a des choses indicibles dans notre monde qu'on ne voit pas et dont on ne pourrait pas supporter la vision. Et les gens qui ont la vision de ces choses-là, on dit qu'elles ont vu le Grand Dieu Pan. Voilà, donc il est associé à ce côté indicible dans ce roman en tout cas, et c'est un bon petit texte d'horreur qui est assez sympa. Je vais vous lire un petit extrait, voilà.
et qui avait fait scandale à l'époque. Hein. Ça date de 1894. Voilà. Donc on est 20 ans plus tard, après l'après-midi d'un faune. Alors, attendez, pareil, je vais préparer. On va se mettre une petite ambiance malaisante, hein, pour pouvoir lire ça. Recommandé par Feu Lovecraft. Voilà, exactement. Une des recos. C'est un peu l'ambiance, voilà, ce qu'on appelle l'horreur décadente, avec des récits horrifiques qui se passent dans une société bourgeoise, un peu dans le style du Roi en jaune. Hein. Ceux qui aiment apprécieront. Il y a 11 ans environ, Hélène V arriva dans des circonstances particulières. On disait qu'étant devenue orpheline tout enfant, elle avait été adoptée par un parent éloigné et élevée chez lui jusqu'à sa 13e année. Mais celui-ci, pensant qu'il vaudrait mieux pour elle avoir des compagnons de son âge, fit demander par les gazettes locales un bon home dans une ferme confortable pour une fillette de 12 ans. Monsieur R, gros fermier du sud du village, répondit à cet appel. Ses références étaient satisfaisantes. Le gentleman lui envoya sa fille adoptive, en stipulant par lettre qu'elle aurait une chambre particulière et qu'on n'aurait pas à se préoccuper de son éducation, laquelle était déjà suffisante pour sa position future. En fait, on donnait à entendre à Monsieur R qu'Hélène devait être laissée à même de choisir ses occupations et de passer le temps à sa guise. Monsieur R alla la chercher à la station prochaine, distante environ de 7 miles, et il ne paraît avoir rien remarqué de particulier chez elle, sinon un peu de réticence quant à son existence première et à son père adoptif. Très différente d'ailleurs physiquement des villageois qui l'entouraient, avec son teint pâle et olivâtre, ses formes accentuées, son aspect exotique. Elle parut s'accoutumer aisément à la vie de la ferme et devint bientôt la favorite des enfants. Ceux-ci partageaient quelquefois les promenades en forêt, qui étaient sa distraction principale. À ce sujet, Monsieur R ajoute que l'ayant vue, une fois après être sorti dès son premier déjeuner, ne rentrait qu'au crépuscule, et inquiet qu'une fillette passât tant d'heures seule et au dehors, il en fit part à son père adoptif. Celui-ci répondit brièvement qu'Hélène devait agir à sa guise. L'hiver, quand les sentiers de la forêt étaient impraticables, elle passait beaucoup de temps dans la chambre qui lui était réservée selon les instructions de son tuteur. Mais c'est dans une de ses promenades au bois, 1 an environ après son arrivée, que se place le premier des incidents bizarres où elle est impliquée. L'hiver avait été particulièrement rigoureux, la neige épaisse, les gelées insolitement prolongées. L'été fut remarquable d'extrême chaleur. Par un des jours les plus accablants de la saison, Hélène V quitta la ferme pour une de ses longues excursions, emportant à son habitude un peu de pain et de viande pour luncher. Quelques hommes dans les champs la virent prendre la vieille voie romaine, une chaussée herbeuse qui traverse la plus grande largeur du bois, et s'étonnèrent que la fillette eût ôté son chapeau, malgré l'extrême chaleur. Par hasard, un laboureur, Joseph W., travaillait dans la forêt près de la voie romaine. À midi, son fils Trevor lui apporta son dîner, composé de pain et de fromage. Après le repas, l'enfant, qui avait environ 7 ans, laissa son père à son travail et, selon son propre récit, se mit à chercher des fleurs dans les bois. Et le père, qui pouvait l'entendre s'exclamer joyeusement de ses découvertes, était sans inquiétude, quand soudain, il entendit des cris de terreur, du côté où son fils avait disparu. Jetant en hâte ses outils, il courut voir, et, s'orientant au bruit, rencontra le petit garçon qui courait tête baissée et manifestement terrorisé.
Aux questions de son père, il finit par répondre qu'après avoir cueilli une brassée de fleurs et se sentant fatigué, il s'était couché sur le gazon et endormi. Il avait tout à coup été réveillé par un bruit singulier, quelque chose comme un chant, disait-il. Et regardant à travers les branches, il avait aperçu Hélène V, qui jouait sur l'herbe, avec un drôle d'homme tout nu, dont il ne pouvait donner une description plus précise. Il ajoutait qu'il s'était senti épouvanté, et avait couru en criant vers son père. Joseph W. s'avança et trouva Hélène V. assise au milieu d'une aire laissée par des charbonniers. Il l'accusa avec colère d'avoir effrayé son fils, mais elle démentit toute l'accusation et rit beaucoup de l'histoire de l'homme étrange. Joseph n'y ajoutait pas grande foi, et il en arriva à la conclusion que son fils s'était réveillé avec une peur soudaine, comme il arrive aux enfants. Mais Trevor s'obstina dans son récit et manifesta tant d'angoisse qu'à la fin on le ramena à la maison, dans l'espoir qu'il y pourrait être calmé par sa mère. Pendant plusieurs semaines, l'enfant donna de grandes inquiétudes. Devenu nerveux et bizarre, il refusait de quitter le cottage et souvent la nuit réveillait ses parents par les cris de « L'homme du bois ! Père, père !» Le second incident, où la jeune fille eut part, date d'il y a environ 6 ans et présente des caractères plus étranges encore. En 1880, au commencement de l'été, Hélène contracta une amitié étroite avec Rachel M., la fille d'un riche fermier voisin. La fillette, d'1 an plus jeune qu'Hélène, passait auprès de bien des gens pour la plus jolie des deux, quoique les traits de l'aînée ne fussent beaucoup adoucis avec l'âge. Les deux amies, qui ne se quittaient que le moins possible, offraient un contraste singulier, l'une avec son teint olivâtre et ses airs italiens, l'autre en qui fleurissaient les roses et lys proverbiaux de nos campagnes. Comme Hélène avait conservé un grand amour de la forêt, Rachel lui accompagnait souvent, les deux jeunes filles partant le matin et restant jusqu'au soir dans les bois. Une fois ou deux, à la suite d'excursions pareilles, Madame M crut remarquer dans les manières de sa fille quelque chose de singulier. Elle paraissait languissante, rêveuse et, disait sa mère, différente d'elle-même. Mais la ténuité de ces changements empêcha qu'on les remarquât beaucoup. Un soir pourtant, après le retour de Rachel, sa mère entendit dans la chambre de la jeune fille comme des pleurs étouffés. Y étant allée voir, elle la trouva à demi dévêtue sur son lit, comme accablée d'angoisse, et qui s'écria à la vue de sa mère. « Ah maman, pourquoi m'avez-vous laissé aller dans la forêt avec Hélène ?» Et Madame M, étonnée d'un si étrange cri, interrogea, et Rachel lui conta une sauvage histoire. Elle disait... Clark, qui est le personnage principal. En fait, il est en train de lire un livre, je replace dans le contexte. Clark ferma le livre d'un coup et tourna sa chaise vers le feu. Un soir déjà, qu'un ami assis sur cette même chaise lui contait la même histoire. Clark l'avait interrompu peu après le point où il venait de s'interrompre lui-même, en lui criant dans un paroxysme d'horreur. « Mon Dieu, pensez à ce que vous dites, c'est monstrueux, de pareilles choses sur cette paisible terre, où l'homme, il est vrai, vit et meurt et lutte et triomphe, peut-être succombe et plie sous la tristesse et souffre et subit d'étranges fortunes le long de maintes années. Mais pas cela, Phillips, pas cela. Malheureux, si pareille chose se pouvait, mais ce monde serait un cauchemar. » Et Philippe avait continué son histoire, jusqu'à la fin qui était telle. Sa fuite demeure un mystère. Elle s'est évanouie en plein soleil. On la vit marcher dans une prairie. Un instant après, on ne la vit plus. Clark, assis près du feu, s'essayait à concevoir la chose et son esprit frissonnait, se dérobait, tremblait à évoquer les forces mystérieuses qui peuvent se faire de notre chair un triomphe et un trône. Devant lui se déployait la sombre voûte du chemin vert à travers la forêt, telle que son ami lui avait décrite. Il vit les feuilles mobiles et, sur le gazon, les ombres balancées. Il vit le soleil et les fleurs, et bien loin, au bout de la longue perspective, 2 figures qui venaient vers lui. L'une était Rachel, mais l'autre,
Clark s'était efforcé de son mieux à ne rien croire de tout cela, mais à la fin du récit était inscrit de sa main. Et diabolus incarnatus est, et homo factus est. C'est très théâtral, je me lève à chaque fois, mais c'est pour couper la musique. Hein. Mais ça donne un peu de... Ça fait un peu de mise en scène comme ça. Voilà, c'était un extrait du Grand Dieu Pan. C'est juste le début, hein, je vous laisse bien sûr, je vous raconte pas l'intrigue. Bah, j'ai découvert ça, enfin j'avais la rêve depuis longtemps, je me suis dit c'est l'occasion de le lire. C'est très court, hein, c'est une petite sorte de petit roman. Et très sympa pour qui aime l'horreur indicible. Merci pour la reverb. Et la reverb, c'est le Clouds. Voilà, de chez Mutable Instruments. Un petit module, un module assez mythique qui a passé. Donc j'ai réutilisé la même séquence musicale que quand je vous ai lu l'extrait du Vent dans les saules, mais 2 octaves en dessous. Donc pour donner un coup, on a la même séquence mais beaucoup plus sombre comme ça, beaucoup plus inquiétante. Ce texte est écrit par Stephen King comme le plus grand récit d'horreur en langue anglaise. Ouais, il y a une super écriture aussi. Non, c'est très chouette. Et là, il y a une nouvelle édition. D'ailleurs, je fais de la pub. Enfin, nouvelle. Ouais, je crois que c'est... 2023. Chez Sillage. Et c'est une traduction. Ils ont révisé une vieille traduction de 1900, justement pour garder le style un peu ancien, et en même temps ils ont repris des choses. Donc ils ont gardé des termes anglais notamment dedans, donc c'est assez chouette. J'ai lu plein de Lovecraft quand j'étais jeune. Ah ben oui, l'adolescence, moi j'ai passé à lire l'intégrale de Lovecraft. Oui, c'est un module d'Eurorack à Lolilol, le Clouds. Voilà, on va revenir maintenant vers des choses un peu moins sombres. Mais voilà, c'était pour ces évocations du dieu Pan. Donc vous avez suivi vous vous souvenez du chapitre que j'avais lu, le petit extrait que j'avais lu du Vent dans les saules, donc avec l'apparition de cette divinité que je vais remettre d'ailleurs, du Piper, divinité un peu mystique, une sorte de faune ou de dieu Pan qui apparaît, comme sauveur de la nature. On va regarder donc une version en animation, en cinéma d'animation, une série anglaise. En fait, donc merci à Rodent qui a partagé cette vidéo. J'ai pris un petit extrait. Donc c'est une série des années 80 en stop motion, avec une super qualité vraiment très très chouette, à la fois visuellement, même dans les doublages et tout, vous allez entendre ça. Et donc je vous ai sélectionné le petit passage, justement, le passage un peu mystique du roman, voir comment ça a été traité, et c'est super, vous allez voir, c'est très très cool. Donc on va se regarder cet extrait. Bon, désolé, c'est en anglais, non sous-titré, mais si vous vous souvenez, je vous reparle un peu de l'intrigue, donc de ces blaireaux et... pas blaireaux, c'est... Taupe, Monsieur Taupe et Rat, qui sont à la recherche du petit loutre et qui vont avoir une vision mystique. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? C'est ici. C'est parti, on va se regarder ça. On avait dit Walsum. J'ai jamais dit Walsum. Allez. I didn't know there was an island here, Rat. No, we never come here. I don't quite know why.
How still it is. And yet the dawn is almost here. You'd think the birds would be starting to sing. Shh! Did you hear something? Only the wind in the reeds. No, it was something else. There. Surely you can hear it now. Mole listened intently, and the music began to come to him, faintly on the breeze. I can hear it now, Retty. Follow it. We must follow it. And then a voice, too. A voice that began to whisper on the wind. Lest the awe should dwell, and turn your frolic to fret, you shall look on my power at the helping hour, but then you shall forget, 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 forget. Retty, I'm afraid. No, not afraid. Something else, but not afraid. Come on. Lest limbs be reddened and rent, I spring the trap that is set. As I loose the snare, you may glimpse me there. But then you shall forget, 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 forget. What does it mean? I don't know. Helper and healer, I cheer small waifs in the woodland wet. Strays I find in it, wounds I bind in it, bidding them then to forget, 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 forget. What was it? I don't know. I just felt it was meant for us. I've heard that there's something, or someone, who looks after animals in trouble. Why, Mole? There's Portly. Just lying beneath that old statue. Safe and sound as if he were in his father's arms. Well, did you ever? Portly! Wake up, young fellow, my lad. Mr. Rat. Oh, hello, Mr. Mole. Where is he? Who? I got lost. And then there was a great noise and I was afraid. And I ran away and then he came. And You've been dreaming, old chap. where is he? Come on, Portly. You want to see your father again, don't you? And you would like to have a row in Mr. Rat's boat. Yes. Are we going now? This very minute. Voilà. Donc c'était un extrait de la série télé.
Ouais, c'est incroyable ce truc. Hein. Et il y a énormément d'épisodes hein, avec cette qualité d'animation de stop motion hein, qui est assez ouf. Et le doublage, j'adore les voix aussi, elles sont géniales. Et la musique, très très... toute ressemblance avec le style de Jim Henson n'est peut-être pas totalement un hasard. Ah. Ouais, c'est vraiment vraiment chouette. Donc une belle découverte. Merci Rodent hein, pour le... Vous pouvez aller tout voir sur YouTube. Alors je sais pas si c'est très légal ou pas, mais c'est là, donc vous pouvez le voir. Après, je pense pas que ça soit réédité, ce genre de série ou pas. Voilà, donc c'était un petit peu pour revoir ces adaptations, différentes adaptations hein, du vent dans les saules. C'est légal tant que c'est là, exactement. On va maintenant, je voulais un peu qu'on regarde les inspirations. Alors qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a eu des adaptations directes, mais aussi il y a énormément d'œuvres qui ont été inspirées par le vent dans les saules, hein, indirectement, notamment des œuvres musicales, mais pas que. Les mômes devaient ressortir de ça comme s'ils avaient fumé 3 grammes de... Oui, c'était ça devait être impressionnant de voir ça. Hein. Parce que tu devais faire un bon trip en regardant cet épisode à la télé dans les années 80. Les chansons dans cette série sont très cool aussi. Ouais, tu nous en as partagé aussi. Sur le Discord, hein, je vous invite à aller voir justement tout ce dont on continue un peu la discussion là aussi, parce que là, je vais vous présenter quelques petites inspirations, mais il y en a énormément hein, sur notamment de plein de groupes anglais. Hein. Et on a bien sûr plein de groupes de prog anglais hein, ont repris le vent dans les saules, et il y a évidemment, alors comment je vous montre ça, attendez, ah oui, hop, voilà, on a notamment vous voyez mon petit tableur sous Notion que je vous partage, on a notamment Pink Floyd hein, avec l'album éponyme The Piper at the Gate of Dawn, dont je ne pourrais pas vous passer un extrait évidemment, puisque je risque de me faire strike de partout. Et bien sûr, une des périodes les plus intéressantes, les plus bizarres de Pink Floyd, le démarrage avec Syd Barrett, hein, qui après est malheureusement est parti un peu dans un autre monde dans sa tête. Et il est décédé relativement récemment, mais il était incapable de faire de la musique. Enfin voilà, un truc mental. Je sais plus exactement si c'est beaucoup d'usage de drogue, mais aussi peut-être une maladie mentale aussi. Mais bref, il n'a plus fait partie de Pink Floyd au bout de, je crois qu'il a fait 3 albums au départ. Et donc sur les premiers Pink Floyd, on a vraiment un côté très psyché. C'était vraiment présenté comme la musique faite pour accompagner les trips de LSD. D'ailleurs, la pochette du disque hein, que vous voyez a été conçue, enfin, la petite légende, ça serait que ça aurait été conçu pour visualiser comme si c'était un trip de LSD, la photo comme ça en kaléidoscope, qui est très très belle. Je sais pas si c'est déjà le studio alors qui a fait ensuite tous les ça y est, j'ai oublié le nom, j'oublie tous les noms de toute façon. C'est toujours comme ça, qui s'est occupé ensuite de tous les visuels de Pink Floyd avec l'homme en feu, Hypnosis, ah là là, Hypnosis, ça doit être ça, vous me corrigerez, qui a ensuite conçu tous les visuels du groupe. Alors je crois que c'est signé aussi par ce même collectif d'artistes. Donc voilà, je vous invite à... Alors l'album porte ce nom, Hypnosis, j'étais pas très loin, avec des membres de Coil dedans. Je vous invite à écouter cet album. Alors après, il n'y a pas de référence directe dans les textes, même s'il y a d'autres choses intéressantes, et notamment j'ai découvert qu'il y avait un des morceaux qui était inspiré par le Chicken aussi. Donc le Yeeking, hein, vous l'appelez comme vous voulez.
Et il y a des côtés un peu chansonnettes, complètement psychés, qu'on n'a plus trop. Après, Pink Floyd s'était spécialisé dans les longs morceaux, un peu psychés aussi, mais plus atmosphériques, plus ambiantes. Mais il y a vraiment un côté très psyché, très marqué, un côté un peu Beatles sous LSD, justement. Mais bon, les Beatles prenaient déjà du LSD, mais sous encore plus de LSD, avec quand même des morceaux de bravoure dedans. Notamment, je vous invite à écouter, alors c'est Interstellar Overdrive, si je dis pas de bêtises dans le titre. Oui, c'est ça. Qui est une chanson avec un riff bien heavy, qui est complètement une de mes préférées personnellement. Mais voilà, tout est chouette dans cet album. Il y a quand même des morceaux assez longs, complètement improvisés, et des chansons vraiment plus courtes. Voilà. Donc là, je pourrais pas passer d'extrait. Et je vous ai sélectionné des choses plus récentes que j'ai trouvées, qui sont assez sympas, dans des adaptations. Alors, c'est deux choses un peu différentes. Il y a un groupe qui s'appelle La Dispute, qui est un groupe pas français, hein, mais qui est américain, je crois. Un groupe de post-punk. Qui a repris plusieurs textes, plusieurs poèmes et plusieurs textes, dont l'introduction du vent dans les saules, avec un spoken word et puis des accompagnements, trucs assez rythmiques, soit au piano, soit à la guitare, qui est assez chouette. Donc on va s'écouter ça. Ça s'appelle Seven, le morceau. Donc c'est dans l'EP Here. Voilà. Je vais vous mettre un lien vers cet album. Here. Deuxième volume, et c'était une belle découverte. C'est parti. The mole had been working very hard all the morning, spring cleaning his little home, first with brooms, then with dusters, then on ladders and steps and chairs, with a brush and a pail of whitewash, till he had dust in his throat and eyes, and splashes of whitewash all over his black fur. Spring was moving in the air above and in the earth below and around him, penetrating even his dark and lowly little house with its spirit of divine discontent and longing. It was small wonder then that he suddenly flung down his brush on the floor, said, "Father, something above was calling him." So he scraped and scratched and scrabbled and scrooged, and then he scrooged again and scrabbled and scratched and scraped, working busily with his little paws and muttering to himself, up we go, till at last, pop, his snout came out into the sunlight, and he found himself rolling in the warm grass of a great meadow. This is fine, he said to himself, and, jumping off all his four legs at once, in the joy of living and the delight of spring, he pursued his way across the meadow till he reached the hedge on the further side. Hither and thither through the meadows he rambled busily, finding everywhere birds building, flowers budding, leaves thrusting, everything happy and progressive and occupied. Instead of having an uneasy conscience pricking him, he somehow could only feel how jolly it was to be the only idle dog among all these busy citizens. He thought his happiness was complete when, as he meandered aimlessly along, suddenly he stood by the edge of a full-fed river. Never in his life had he seen a river before. This sleek, sinuous, full-bodied animal, chasing and chuckling, gripping things with a gurgle and leaving them with a laugh, to fling itself on fresh playmates that shook themselves free and were caught and held again. All was a shake and a shiver, glints and gleams and sparkles, rustle and swirl and chatter and roar. The mole was bewitched, entranced, fascinated. By the side of the river he trotted as one trots when very small by the side of a man who holds one spellbound by exciting stories. When tired at last, he sat on the bank while the river still chattered on to him, a babbling procession of the best stories in the world, sent from the heart of the earth to be told at last to the insatiable sea. The mole waggled his toes from sheer happiness, spread his chest with a sigh of full contentment, and leaned back blissfully. "What a day I'm having," he said. Voilà. Donc c'était Seven par La Dispute. Oui, alors c'est du spoken word assez rapide, et puis c'est un peu un DIY, hein, dans l'idée enregistré dans un garage. Ouais, moi j'ai découvert aussi, et c'est très très chouette. Il y a plusieurs titres que je vous invite à écouter. Grand Corps Malade, Grand Rock, c'est ça. J'ai rien capté, mais c'était cool. Bah oui.
XTC, ouais. Donc ouais, un groupe qui, je crois que ça existe, c'est plutôt 2010, ce groupe. La Dispute, je crois pas qu'il y ait des choses encore qui sortent, mais ça vaut le coup d'aller écouter un peu ce qu'ils font. Et donc, ouais, j'ai sélectionné un autre album, c'est In the Willows par Luke Farr. Alors, Luke Farr, c'est le projet de Dungeon Synth de Louis Zong, dont j'ai déjà parlé, que j'aime beaucoup, un artiste à la fois artiste visuel et aussi musicien, qui sort plein d'albums dans plein de styles différents, beaucoup autour du jazz, qui fait un peu des pastiches. Il va reprendre des musiques de Mario en jazz lounge ou du Snoopy. Il reprend une musique un peu dans le style imaginez ce que pourrait être une BO d'un Snoopy, ou voilà ce genre d'exercice. Et là, donc, il a fait un petit album hommage au Vent dans les Saules, qui est très très chouette, avec des sonorités un peu désuètes comme ça. Et son album, ce qu'a fait Luke Farr est très très chouette, notamment l'album de Dungeon Synth, moi qui m'a beaucoup inspiré pour mon propre album, Forteresse et Maléfice. C'est excellent, mais avec mes problèmes d'audition, la musique est un peu forte pour que je puisse bien suivre les paroles en anglais. Oui. De toute façon, il y a volontairement, je pense, dans ce qu'on a entendu, la voix est un peu mise en retrait, et puis il y a le côté un peu instrumental qui est mis en avant aussi. Je pense que c'est voulu aussi. Ou ils s'en foutent. C'est possible aussi, ça fait partie de cet esprit. Donc on va s'écouter The Riverbank, le premier extrait là, de In the Willows par Luke Farr. Je vais vous partager aussi l'album. Attendez. Hop, c'est parti. Côté comfy synth, oui, tout à fait. Voilà. Et à chaque fois, vous voyez des petites illustrations. Quand même, on les voit pas très très bien, mais ça vaut le coup, quoi. Avec évidemment beaucoup de mélotron. Voilà. Et oui, un dernier petit truc que j'ai repéré aussi, c'est un jeu de rôle. Wind of the Willows Adventures, qui est compatible avec Moss Ritter, un jeu de rôle où on joue déjà des souris, et donc il y a quelqu'un qui a adapté ça pour... Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Qui a adapté ça avec les personnages du Vent dans les Saules. Donc vous pouvez jouer en jeu de rôle les personnages du roman. Voilà, je trouvais ça très cool. Donc c'est à imprimer soi-même. Faut avoir le jeu, je pense qu'il faut avoir le jeu de base Moss Ritter, mais je l'avais eu dans un bundle.
Donc je testerai ça à l'occasion. Je vais vous mettre le lien aussi vers ça. Ah c'est fait, je l'ai fait. Voilà. Et donc dans les inspirations de toutes ces inspirations, moi aussi ça m'a inspiré, le vent dans les saules, et j'ai fait un petit morceau que mes chers abonnés Patreon ont déjà entendu, peut-être. Si. J'en profite pour refaire un petit lien. Voilà, faire mon Patreon. Et que je vais vous diffuser. Donc ça sortira, je vais la mettre demain sur ma chaîne YouTube. Et donc c'est une sorte de petite avant-première. Je confirme, je l'ai entendu. Ah, voilà. Très très cool. Et vous allez entendre ça puisqu'on va le passer maintenant. Et donc je mettrai en ligne demain dans la journée, je pense, sur ma chaîne YouTube. Donc je vous le passe, je vous explique après ce que j'ai fait. Allez, c'est parti. Voilà. Un petit extrait, un petit hommage au vent dans les saules. J'aurais pu me lancer dans un concept album, mais j'ai préféré tout rassembler dans un mini morceau de 2 minutes. Faire un condensé du roman. Mais merci beaucoup pour vos retours. Alors oui, c'est une vraie cassette. Que voici d'ailleurs. La voici. Elle existe vraiment. Je pourrais la vendre sur eBay. Cassette unique. Je vais arrêter. Je fais des tirages de moins en moins Je vais faire des tirages de moins en moins avec de moins en moins de quantité. Un exemplaire bientôt. Non, évidemment, je la garde et je la passerai dans des lives, je pense. C'est dense et c'est complet. Alors ouais, avec un côté d'une demi-cassette, c'est ça. On entend. Alors en fait, du coup, ce que vous avez vu, c'est j'ai enregistré. À la base, j'ai commencé à enregistrer dans mon séquenceur tous les instruments. J'ai passé ça dans un effet vieille cassette, et je me suis dit en fait, pour avoir vraiment l'effet, il faudrait que je l'enregistre sur une vraie cassette. Donc je l'ai enregistré sur une vraie cassette qu'on entend, et je suis allé, on entend le. Et donc je le passe, on entend le son vraiment de la cassette. Hein. C'est un live, un mini live sur cassette. Et avec ça, je suis allé enregistrer parce que j'ai un nouveau petit enregistreur portable Zoom. Je suis allé enregistrer le bruit d'une rivière
pas très loin de chez moi, pour avoir un petit bruit d'eau. Et donc là, le bruit de l'eau passe dans mon 4 pistes cassette. J'ai mixé en fait le son de la cassette avec ce bruit de l'eau, qui est un vrai bruit d'eau, quoi. Voilà. Et le bruit blanc après, avec évidemment tous les pshhh. Oui, un petit H4N, voilà, le petit basique là qui est bien sympa. Let's go le fil, oui, je me fais des petits field recording. Et je m'amuse bien. Tu feras un jour de stream, tu fais de la production. J'en fais déjà, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais j'en fais. Il y en a même, hein, si tu regardes le LOL dans les vidéos là sur Twitch, dans les temps forts, il y a quelques trucs de prod. Mais c'est vrai qu'après là c'est compliqué pour montrer les trucs sur cassette. Tout. Mais j'en referai, bien sûr. Avec plaisir, c'est juste un truc de temps. Voilà. Et des fois je fais des sessions assez courtes dessus. Mais faire un petit live dessus, faudra qu'on se fasse ça. Voilà. Et bien ça conclut ce stream hein, sur le vent dans les saules. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Si vous connaissez le roman, de vous le replonger un peu dedans. Si vous connaissiez pas, j'espère que ça vous a donné envie de le lire. Je vous invite à le lire. Si vous voulez continuer la discussion, vous pouvez venir sur Discord. Je vais me l'offrir pour Noël. Ah oui, ça c'est un beau livre à lire pour Noël, je pense. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, si vous voulez soutenir ce genre de stream, vous pouvez aller me payer un café virtuel sur Ko-fi. Un plaisir de se balader sur les bords de la rivière en votre compagnie. Voilà, exactement, de faire une petite virée en barque. J'ai trouvé aussi, je ne l'ai pas mis, mais il y avait un petit jeu Amiga aussi qui existe, du vent dans les saules, qui est assez rigolo, avec une sorte de livre dont vous êtes le héros. Là, un jeu pour enfants, qui est assez chouette. Mais oui, c'était bien agréable. Que dire ? Oui, petite annonce, je vais faire un concert en stream, non pas sur Twitch, mais sur Bandcamp. C'est un concert privé qui s'appelle Avant, puisque l'idée c'est que je vais jouer un calendrier de l'Avent musical en live. Voilà, j'avais fait un album qui s'appelle Avant, qui est sorti en 2014 ou 2015, il y a un moment. Et je vais refaire une version live de cet album le 22 décembre, ça sera à 19h. Voilà, donc je vous mets le lien si vous voulez prendre une place pour ce concert, pour ce petit stream sur Bandcamp. Voilà, c'est un petit essai. On va voir ce que ça donne. J'ai déjà ma place, super. super. Et mon épée. Et oui, Synap va venir modérer. Ah. Et Blob aussi est chaud, il y aura. Donc attention. Merci à vous d'ailleurs pour la modération. Hein. Synap et Blob. Voilà, donc il y aura ce petit concert à venir, donc le 22, c'est pas tout de suite, mais voilà, je vous en parle. Quant au prochain stream, je ne sais pas, c'est le vent. On se laissera porter au fur et à mesure de l'eau par les inspirations. Et puis quand j'ai des idées de choses que je veux vous partager, je ferai un stream thématique. On a toujours nos streams un peu réguliers de jeux vidéo avec FIF génératif, donc où je fais le jeu FIF et vous créez. Il y a un système avec les points de chaîne où vous pouvez créer les ambiances musicales en direct. On va peut-être repartir aussi sur J'aimerais bien aussi continuer. On avait fait Myst. Le jeu Myst avec en même temps un carnet pour faire des croquis du jeu en vrai, en dessin. Donc je voudrais peut-être continuer ces lives de dessin, ces streams de dessin prochainement avec la suite de Myst. Voilà, on va essayer de se lancer là-dedans. Voilà. Et merci en tout cas d'avoir suivi ce stream. J'espère donc que ça vous a plu. On va voir si peut-être pour faire un raid. On va voir qui est en ligne.
peut-être aller chez Feldo, qui fait du jeu de rôle. Ouais. Ah, sinon... Ouais, bon, on va voir. On va peut-être aller chez Feldo qui fait du jeu de rôle corporate. C'est assez drôle. Voilà, du jeu de rôle d'entreprise, un peu à la The Office, quoi, mais en mode jeu de rôle où dans lequel vous pouvez participer. Voilà, on va faire ça. Et ben, bonne soirée à vous. Et à très bientôt alors. Merci en tout cas d'avoir suivi ce stream. Merci pour les follow. Et merci d'être venu. Et à bientôt. Bonne soirée.